BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs ensuite, Benaouda Abdelhaim, notre globe-trotter avec sa moisson d'études du monde entier. Et puis notre bibliothécaire aujourd'hui pour se plonger dans les archives. Avec le rapport Charpin, ce sera Alexandra Paget, bien sûr. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Leçon de management aujourd'hui dans la librairie de l'écho. Alors vous connaissez la formule, hein, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et oui, mais si on essayait d'aller à la fois plus vite et plus loin, c'est possible, mais à une condition, évidemment, savoir tirer le meilleur des équipes avec qui on travaille. Alors tout ça paraît facile sur le papier, complexe au quotidien. Et comment donc s'y prendre, comment constituer ces équipes, comment les motiver, comment les faire adhérer à un projet commun, comment mettre chacun au service des autres. Réponse avec nos deux experts du jour, Gérald Karsanti, bonjour. Bonjour Emmanuel. Gérald, vous êtes l'ancien PDG de SAP France, vous êtes ancien dirigeant de IBM, Capgemini, HP, vous avez tous fait, hein, tous les grands du secteur. J'en ai fait quelques-uns. De la tech, et vous êtes aujourd'hui senior advisor chez Qualium Investissement, professeur à HEC Paris, et vous publiez L'art de bâtir une équipe chez Erol. Guillaume Paoli, bonjour. Bonjour. Guillaume, vous êtes le cofondateur d'Aramis Group et vous publiez avec Michael Ballet, Nicolas Chartier et Régis Médina Réussir en équipe, c'est également aux éditions Erol. Gérald Karsanti, ce qui est amusant dans votre livre sur les équipes, c'est que vous commencez quand même par dire un mot du patron, grosso modo, sur le leader, en fait, parce que il faut quand même toujours un chef. Oui, en fait, l'art de bâtir une équipe, c'est la suite du précédent, du 5e livre, Exactement. Qui était Leader du 3e type. 2016. 2016. Ouais. Et l'idée est très simple, c'était de dire, dans une entreprise, dans une organisation, dans un parti politique, dans toute institution, il faut un leader, et même en fait plusieurs leaders, qui incarnent quelque chose. Mais un leader seul ne peut rien faire. Il faut une équipe, il faut s'entourer. Et c'est à cette condition qu'on peut réussir. Mais votre leader du 3e type, c'est quoi son portrait robot? Son portrait robot, c'est quelqu'un qui n'est plus dans le narcissisme, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à quasiment aujourd'hui, on a vécu avec des narcissiques dominants, pour la plupart. Ouais. C'est pas une critique d'ailleurs, hein. Les leaders suivent une certaine évolution de la société, et ça correspondait à des périodes de temps. Là maintenant, on arrive à un stade où la force des médias, les réseaux sociaux font qu'il faut des personnes qui soient capables de travailler en équipe, dans le collectif. La bienveillance est un critère important. L'humilité, super point. Pourquoi? Pas parce qu'il faut savoir qu'on sait plein de choses, mais en fait, pas tant que ça. Et il faut savoir s'entourer d'experts qui vont venir offrir à l'entreprise une complétude et donc une force de réaction, une capacité créative supérieure. Et voilà. Et donc ça, c'est un point important. L'humilité permet de se dire, il faut que je m'entoure des experts, quand même. Alors, Guillaume Paoli, vous êtes un peu l'incarnation de cette réussite, finalement, pour le coup. Alors vous, au début, par la force des choses, vous étiez leader, puisque vous avez démarré à 2 dans le projet Aramis. Et aujourd'hui, vous êtes combien? 2500. Donc, fort de ce recul, alors on va revenir sur votre aventure. Aramis Auto, vous nous rappelez? Alors Aramis Auto, c'est la marque sous laquelle on opère en France, ouais. Donc Aramis Group. On est dans 6 pays. L'année dernière, on a vendu plus de 80 000 voitures à des clients particuliers. D'accord. Un chiffre d'affaires de 2 milliards et on existe depuis 21 ans. Voiture d'occasion? Voiture d'occasion reconditionnée. Ouais. On est au cœur de l'économie circulaire et notre mission, c'est de proposer des voitures fiables et abordables aux Européens pour assurer leur mobilité. Alors, quand vous êtes passé de 2 à 2500 salariés, voilà. Quand vous vous retournez, vous vous dites finalement, c'est quoi les qualités d'un bon leader? Oula, vaste sujet. Alors déjà, on a commencé en équipe.
hein, puisqu'on était deux pour commencer. On était avec Nicolas. Deux, ça fait une équipe. Deux, ça fait une équipe. On a commencé à 50-50 et d'ailleurs, on nous disait vous êtes fous, à 50-50, ça va pas fonctionner. Et on a travaillé en équipe dès le début, à deux, on trouvait des compromis. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'un bon leader? Écoutez, moi, je suis pas professeur de leadership, mais c'est quelqu'un aujourd'hui, je dirais que c'est quelqu'un qui est humble et qui fait croître ses équipes, qui développe ses personnes. On dit parfois qu'un manager, c'est quelqu'un qui développe les nombres, et puis un leader, c'est quelqu'un qui développe les individus. Je pense sincèrement, et c'est pas pour faire fleur bleue, bisounours ou dans l'air du temps, que la richesse principale des entreprises, c'est leurs hommes. Hein. Les gens sont intelligents, c'est quelque chose qu'on apprend assez vite. En tout cas, les managers ne sont pas beaucoup plus intelligents ou parfois pas du tout plus intelligents que leurs équipes. Et donc, tout le talent et l'énergie du leader doit passer à entraîner, à orienter ses équipes. Mais c'est ça qui est vraiment passionnant dans votre livre, c'est qu'en fait, on a beaucoup de livres de managers qui sont un peu des livres à la gloire de leur réussite, etc. Vous, ce qui est intéressant, c'est que, alors, si je caricature, on a l'impression que vous ressortez de cette aventure avec des convictions qui sont presque à l'inverse de celles que vous aviez au démarrage. Et vous le démontrez très bien, on va y revenir dans le livre, c'est que vous êtes allé de surprise en surprise en vous disant, bah non, finalement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et vraiment, l'humilité, là, ça a été, on peut dire, une de vos principales qualités. Alors, on avait la chance d'avoir quelques fondamentaux sur lesquels on était très clair, c'est-à-dire qu'on voulait créer de la valeur pour les clients. Et on voulait, alors dans l'automobile ça passe par des voitures fiables et abordables, hein, et on voulait avoir une boîte qu'on appelait ça avec Nicolas pro et sympa. Donc on voulait être professionnel et sympa, passer du bon temps et s'amuser aussi. Et comment on préservait ces fondamentaux? C'était pas si évident. Quand on était 2, 3, 4, 10, ça c'était assez facile. Mais quand on est passé à 100, 200 et plusieurs pays, c'était beaucoup plus difficile. Et c'est pas passé par la même chose. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'avec la croissance, on mettait des systèmes, des procédures, des contrôles, et que ça avait fini par rigidifier l'entreprise, par l'étouffer. Et il fallait revenir aux fondamentaux, au feu sacré. Alors, Gérald Karsanti, évidemment, pour avoir une équipe qui fonctionne et qui soit performante, il faut commencer par la constituer. C'est quoi les règles d'or pour constituer une bonne équipe? Alors ma première conviction, c'est qu'il faut une équipe diversifiée. Ouais. Il faut particulièrement à notre époque, parce que les opportunités sont diverses, et donc il faut des caractères, des personnalités, des profils qui sont différents et pas qui se recoupent. Donc ça veut dire diversité culturelle. Aramis est dans plusieurs pays. On le sait, dès qu'on fait de l'international, ce qui a été mon cas, on comprend que le même message passé par une entreprise au niveau européen ou mondial ne sera pas reçu de la même façon dans les différents pays, parce que chacun a sa culture, son passé, et donc forcément, il y a une réception qui n'est pas la même. Donc, faire au contraire de la différence culturelle un atout, ça c'est le propre des grands leaders. La deuxième, c'est la diversité homme-femme. Ouais. On en parle depuis très longtemps. Moi-même, je suis un grand défenseur de ça, parce que j'ai pu constater qu'à chaque fois que j'ai réussi à avoir une vraie diversité homme-femme, j'ai eu plus de performance. Les études le montrent, mais moi, je l'ai vu de façon pratique. Donc, cette diversité, il va falloir qu'elle arrive, parce que c'est quand même la moitié de la population. Et comme on a des problématiques importantes à régler dans les temps à venir, il va nous falloir cette diversité-là. Et puis après, il faut, pour constituer une équipe, il faut faire appel aussi aux théories. Les théories de leadership ne servent pas à rien. Elles servent parce qu'elles nous permettent de comprendre la psychologie, le théâtre intérieur des leaders, les caractéristiques de le style de leadership. Et donc, quand on veut constituer une équipe, on va essayer d'aller chercher des talents différents. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'en matière de diversité, on n'a jamais été aussi bien servi qu'aujourd'hui, finalement, en termes par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, en termes de diversité de parcours, de diplômes, effectivement, de diversité culturelle, hommes, femmes, l'âge même, les jeunes, les vieux, etc. Ça n'a jamais été aussi facile d'aller piocher dans les diversités, j'ai envie de dire.
Oui, mais qu'on ait progressé, c'est une évidence. On voit bien que les 10 dernières années, on a eu un progrès considérable. Maintenant, est-ce qu'on est là où on devrait être? Non. La réponse est sur les hommes-femmes, par exemple. On est encore à 3 femmes qui dirigent une entreprise du CAC 40, un pourcentage très faible dans le SBF 120. Donc on est encore loin de là où il faut être, mais on progresse. Ça, c'est une évidence. Vous dites la similitude, alors c'est contraire à ce que je pensais, la similitude crée des conflits davantage que la diversité. Oui, je crois qu'en fait, on se rend compte que quand on est entouré de personnes qui nous ressemblent. Vous savez, dans l'Europe, dans l'Occident, je dirais, on a cette habitude de dire, de faire, qui se ressemble s'assemble. Parce que finalement, ça nous rassure. On va chercher des diplômés des mêmes écoles, on va chercher des personnes qui sont passées par les mêmes circuits, et ça nous rassure d'avoir en quelque sorte des petits clones de nous-mêmes. Alors qu'en réalité, il faut faire l'inverse. Je ne dis pas qu'il faut faire de la diversité un objectif absolu. Il faut simplement se dire que quand on s'entoure de personnes qui sont comme nous, on a tendance à, ne pas avoir le maximum d'idées sur la table, et puis 2, chacun va vouloir malgré tout imposer ses vues qui finalement ne sont pas très différentes de celles de son voisin. Mais ça crée donc une sorte d'inertie, et une inertie combative parfois. Alors que quand vous avez des personnes très différentes les unes des autres, vous allez avoir sur un sujet plusieurs opinions. Reste que derrière, le patron ou les patrons, quand il y a des cofondateurs, vont devoir, avec cette masse d'informations et d'idées, vont devoir trancher. Parce que le propre d'un leader, c'est aussi de décider à un moment donné. Guillaume Paoli, travailler en équipe, ça commence par quoi? Ça commence par se mettre d'accord sur les problèmes à résoudre ou sur la vision. Ouais. Et les règles d'or ou les grandes valeurs sur lesquelles on ne veut pas transiger. Donc ça, je pense, c'est vraiment le début. Et d'ailleurs, le rôle du leader, c'est de faire travailler, réfléchir ses équipes pour être en mesure de travailler justement à arriver à cette vision. Mais si la vision n'est pas claire au début, on risque pas de l'atteindre. Alors c'est là où le réglage est délicat, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait une vision claire au début. Et on voit bien, vous le racontez dans votre aventure, c'est que dès que finalement la vision n'est pas claire, vos salariés vous le reprochent très vite, et ça se ressent même dans leur comportement et leurs résultats. Mais en même temps, vous dites finalement, les collaborateurs, c'est ok, on peut leur imposer une vision, mais c'est quand même eux qui ont les meilleures idées, quoi. Alors oui, parce que en fait, je peux partager quelques exemples. Nous, entrepreneurs, on a souvent des idées bonnes ou souvent mauvaises. Et cette fascination pour les process miraculeux qu'on pourrait appliquer. Alors ça, on en est bien revenu. Ouais. Mais typiquement, une bonne idée, c'est de dire, une fausse bonne idée, c'est de dire, on va faire une nouvelle fonctionnalité sur le site parce que ça vient de sortir. Il y a un concurrent aux US qui a fait la même chose. Et donc ça va mobiliser les équipes qui vont pas vraiment comprendre pourquoi, parce qu'eux, ils sont au contact des clients et les clients ne demandent pas ça. Ouais. Ça va créer de la complexité, ça va pas être adopté, alors que finalement, il y a tout un tas de problèmes qui sont en réalité des opportunités, parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas tellement d'opportunités d'amélioration. Et on peut encourager les équipes à aller traiter ces problèmes-là, et ça ira dans l'intérêt du client. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut jamais faire des nouvelles fonctionnalités ou des add-ons, comme on dit en mauvais français. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de problèmes clients à résoudre. Sur les process dont vous parlez, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que quand on grandit et qu'on voit que ça marche plus comme on voulait avant parce qu'on connaissait tout le monde et qu'on les formait nous-mêmes, etc., on se dit on va faire des process, puis après des process pour contrôler les process, et puis des audits pour les process des process. Et finalement, on finit par étouffer l'entreprise. Et finalement, bien souvent, il faut faire confiance aux équipes, il faut les orienter, il faut leur donner peut-être quelques éléments de méthode, mais ils sont le mieux à même pour résoudre les problèmes, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont au contact du client ou des opérations. Alors, il y a un exemple que vous racontez dans le livre que j'aime beaucoup, c'est l'exemple du plafond, finalement, pour les acomptes. Pour acheter une voiture, et en fait souvent l'acompte que vous demandiez était supérieur au plafond de carte bancaire de l'acheteur. Mais c'était le process. Ouais. Donc on a mis un process en place qui était complètement débile par rapport aux besoins du client, et qui évidemment qui limitait, qui même à un moment a limité notre croissance. Et c'est un problème qu'on a identifié en allant sur le terrain avec les équipes.
Nos comités de direction locaux commencent toujours par un cas client. On regarde un cas client. Et donc voilà. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance aux équipes. Il faut les aider à visualiser les problèmes, il faut les orienter, il faut les soutenir, plutôt que leur dire exactement quoi faire et venir derrière contrôler tout ce qu'ils font. Et vous dites d'ailleurs, en fait, le style d'un manager de terrain, quelque part, eh ben, ça crée une culture locale. Et comme ça, il y a plein, finalement, en fonction des différents points de vente, des cultures locales qui se développent et qui font que, avec des cultures locales, des ambiances, des façons de travailler différentes, les résultats peuvent être aussi... Oui, et puis adaptés aux spécificités locales. Donc, dans chaque pays, c'est un peu différent, mais alors qu'on passe d'un pays à l'autre, c'est encore extrêmement différent. La manière dont un Espagnol a de traiter son client va être très différente de celle d'un Anglais. Même si on est tous sur le même continent, ça ne se passe pas partout pareil. Gérald Carsanti, vous dites un collectif, ça n'est pas une organisation, c'est même le contraire. Dans le collectif, déjà, il y a l'aspect culturel. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, une organisation, une entreprise, c'est d'abord, on l'a dit tout à l'heure, c'est une vision. Déjà, on part sur une vision qui va évoluer dans le temps et puis qui va donner aux collaborateurs du sens, la fameuse raison d'être, mais qui est très importante parce que le mot est galvaudé. Mais en fait, on se lève le matin pour travailler pour quelque chose, pour une entreprise, pour un objectif, pour des personnes. N'oublions pas que la définition la plus courte qui existe du leader, c'est un leader, c'est quelqu'un que l'on a envie de suivre. Il y a le mot envie dans cette définition. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, en fait, un collectif, c'est d'abord quelque chose qui repose sur un existant, une culture, une histoire, une accumulation de faits qui font qu'il y a une appartenance et une envie d'adhérer à quelque chose. Et ça, c'est très fort. Et ça fait la différence, d'ailleurs, entre deux organisations. Alors, dans ce qui peut toujours paraître comme étant extrêmement organisé, structuré, quelle place il faut laisser à la confiance et même, j'ai envie de dire, à l'émotion, carrément? Alors, le mot est prononcé, l'émotion c'est très important parce qu'en fait on a tendance, quand on est dans des grosses structures, à diriger de façon très rationnelle et l'intelligence évidemment qu'on appelle logico-mathématique joue un rôle important. Quand on crée quelque chose, on est au départ plus dans l'émotionnel parce qu'en fait, on veut créer quelque chose, on veut créer une idée, une effervescence. Et puis après, on vient de le dire, il y a un moment, quand l'entreprise croît, moi j'ai la chance d'être dans quelques startups à différents niveaux de développement. Immanquablement, il faut structurer. Immanquablement, il faut mettre des processus en place. Et là, il faut trouver le bon équilibre entre je mets des process parce qu'il faut que je gère, mais si je mets trop de process, je vais tuer ma créativité et l'impulsion que j'avais au départ. Et ça, c'est un vrai équilibre. Et ça, c'est le propre des leaders qui sont à la tête de l'organisation. Parce que s'ils ne le font pas, voilà, ça va rejaillir immanquablement sur les résultats, sur l'ambiance. Parce que les personnes, nos équipes ne rentrent pas dans une entreprise qui démarre. C'était le cas chez Aramis il y a 20 ans. Il y a longtemps. Et quand on rentre dans un grand groupe, on ne s'attend pas à autre chose que d'avoir des processus. Et c'est nécessaire. Alors après, il faut les simplifier au maximum. Mais quand on rentre dans une plus petite structure, on s'attend justement à l'inverse. On s'attend à avoir des impulsions permanentes, capter les opportunités de marché, ne pas laisser passer quelque chose d'important, pouvoir racheter une entreprise, faire du build-up, comme on dit dans le mauvais français, aller dans un nouveau pays. C'est ça qu'on s'attend à ça. Et je crois qu'il faut trouver cet équilibre à partir du moment où l'entreprise franchit un certain seuil. Alors, non, quand même, Guillaume Paoli, votre sentiment sur la confiance et l'émotion, et puis quand même, ce qu'a commencé à esquisser Gérald sur la gestion de la croissance, c'est-à-dire comment on fait pour intégrer finalement au fur et à mesure des gens qui n'étaient pas dans le projet initial. Comment on réussit les changements d'échelle en fait? C'est tout le propos du livre. Et en fait, on a commencé par... On s'est rendu compte assez vite qu'on prenait une mauvaise voie, qui était celle de tout faire partir de la tête et de contrôler avec l'exécution des process, etc. Et on s'est rendu compte qu'il fallait décentraliser le leadership quelque part, avoir beaucoup de premiers de cordée, même si c'est un mot qui est connoté politiquement maintenant, mais
Et voilà, il fallait décentraliser, faire en sorte que les opérateurs, les managers, les execs au plus proches du terrain soient en mesure d'être agiles, de visualiser leurs problèmes, de les régler, de se passer la main, de travailler en équipe. Il y a un super bouquin qui s'appelle Team of Teams du général McChrystal qui nous a pas mal inspiré aussi. Ouais. Comment faire travailler des équipes. Chaque équipe Ensemble. est un joueur d'une équipe un peu plus grande en fait. C'est Ouais. un bouquin magnifique. Alors d'ailleurs, vous avez une préface de Carlos Tavares, Oui. le patron de Stellantis, et qui lui dit il ne s'agit pas seulement de faire travailler une équipe, mais il faut faire travailler une équipe avec d'autres équipes. Exactement. C'est exactement le propos. Donc Carlos Tavares, Stellantis est actionnaire majoritaire d'Aramis Group. On est totalement indépendant et autonome et on est coté en bourse, mais ils nous soutiennent. Et Carlos Tavares, c'est quelqu'un, on ne le présente plus, ni son parcours. Et c'est exactement le propos, c'est-à-dire comment faire en sorte que des équipes arrivent à bien travailler ensemble. Inévitablement, il y a des accros, mais avec la méthode qu'on a réussi... Et alors c'est quoi cette méthode? Donc il dit quoi notre général? Alors, je peux pas résumer le propos de son bouquin, et puis on n'a pas appliqué exactement tout, mais le rôle du leader, ça va être... Alors, il y a tout un tas de sujets sur les officiers de liaison, etc., mais c'est pas le propos du jour, mais... Comment on fait travailler des équipes ensemble avec une vision qui est très claire, avec des valeurs partagées. Et de temps en temps, le leader doit rapprocher les gens et arbitrer. Mais à partir du moment où les gens savent où ils vont, savent qu'ils sont en confiance, qu'il y a de la bienveillance et qu'ils ont le droit d'échouer, ça c'est important aussi, donner le droit d'échouer à ces équipes, en général, tout se passe beaucoup mieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans vos deux livres, tous les deux, vous avez beaucoup de témoignages aussi de grands patrons et partage d'expériences. Alors vous, Gérald Karsanti, vous citez l'expérience, vous dites le COMEX a un rôle important à jouer, et vous citez le cas de Benoît Coquart, le DG de Legrand. Racontez-nous ce qu'il a fait, lui, avec son COMEX. Je pense que lui, c'est un bon exemple, mais juste peut-être dire quand même que dans la préface de Carlos Tavares, effectivement, c'est un leader par excellence, mais la préface du mien, c'est Maud Bailly, Exactement. qui est un leader, Absolument. une femme incroyable, et qui m'a fait l'honneur de préfacer le livre. Et puis après, j'ai voulu justement avoir des Tout le monde ne dirigeants... connaît pas Maud Bailly. Alors, qui est Maud Oui, Bailly? alors Maud Bailly qui vient de prendre une responsabilité mondiale Ouais. chez Accor, donc elle est dans une position elle est au COMEX bien sûr d'Accor, et elle joue un rôle fondamental. Et puis j'ai voulu en fait dans le livre avoir des patrons du CAC 40, du SBF 120, le chef d'état-major de la marine, des professeurs, des directeurs de Polytechnique, le M Lyon, des start-upers, c'est-à-dire en fait des éclairages sur l'équipe. Très différent. Alors pour Benoît Coquart, moi, c'est la société Legrand. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup dans son approche, c'est qu'il y a quelque chose de très très personnel sur la constitution d'une équipe autour de la compétence. Il y a un projet, en plus, c'est une entreprise qui a aussi une ramification régionale, donc ça, c'est quelque chose qui moi me tient à cœur aussi. C'est quelqu'un qui a une vision. Et alors là, pour le coup, parce que je le connais, c'est quelqu'un qui a une grande humilité. Et je pense que ça, pour moi, en termes de leadership, c'est un point très important. Juste un point quand même intéressant, parce que on va voir à quel point la notion d'équipe et de collectif, dans la tête des dirigeants, est quelque chose d'important. J'avais en tête, dès le début, de me dire, je vais réserver un tiers du livre à des témoignages. Ouais. D'une certaine façon, l'éditeur m'a fait remarquer que j'avais travaillé en équipe, d'une certaine façon. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est que j'ai envoyé ça à 17 personnes, et les 17 ont répondu tout de suite oui. Et surtout, ils ont fait un travail incroyable, parce qu'il y a quelques interviews qui sont intenses, avec une ministre notamment, mais il y a aussi des leaders, dont Benoît, qui ont fait ou Maud, qui ont fait des textes de 3 à 4 pages, et on sait qu'écrire 3 à 4 pages, c'est pas simple, c'est parfois plus compliqué que d'écrire un chapitre tout entier. Donc ils se sont vraiment investis, ils y ont passé du temps, parce que le sujet leur tient à cœur. Guillaume Paoli, alors il y a quand même beaucoup dans votre livre, on sent votre admiration pour le modèle Toyota, que vous pouvez peut-être nous résumer rapidement. Qu'est-ce qui fait que ce modèle vous fascine? Et puis en gros, ce que vous avez dit tout à l'heure, en gros, cette capacité, la qualité principale du manager, finalement, vous dites c'est plus écouter que convaincre.
Oui, alors ce qui nous fascine chez Toyota, alors toute proportion gardée, et on n'est pas du tout au même niveau, mais c'est une société qui est obsédée par le client, et c'était notre cas avec Nicolas au départ. Nous, on est parti du principe que la distribution automobile traditionnelle traite mal ses clients. Ouais. On veut leur proposer une autre expérience, donc c'était notre point de départ également. C'est une entreprise magnifique qui est très résiliente, qui a une constance absolument incroyable, et qui a développé au cours des années un système d'apprentissage qui s'appelle le Toyota Production System, et qu'on peut appeler le Thinking People System, qu'on appelle aussi Lean, et qui est un système pour favoriser l'apprentissage des équipes et leur capacité à régler leurs problèmes elles-mêmes. Et donc on s'est beaucoup inspiré de ce système d'apprentissage qui est aussi une stratégie. J'aurais du mal à vous le définir en quelques mots, mais globalement c'est comme ça que je pourrais le présenter. Juste pour terminer, parce que finalement on a l'impression que là c'est savoir faire travailler les gens en équipe, c'est presque plus un art que finalement une méthode, mais quand même il faut des outils pour bien, il faut s'appuyer sur des outils pour bien travailler en équipe. Des outils, des méthodes, des rituels. Alors on en cite quelques-uns dans le livre, hein, donc certains qui existent, d'autres qu'on a développés nous-mêmes. Mais le plus important, c'est que les gens se parlent et comprennent où ils vont. Et à partir du moment où ils comprennent où ils vont, quels sont les enjeux, encore une fois, les gens sont intelligents. Et l'important, c'est qu'ils continuent à apprendre. Et nous aussi, on continue à apprendre. Merci, messieurs, pour cette émission qui fut donc un travail collectif. Gérald Karsanti, je rappelle votre livre « L'art de bâtir une équipe », c'est chez Erol. Et puis Guillaume Paoli, ouvrage collectif avec Michael Ballet, Nicolas Chartier et Régis Médina. « Réussir en équipe », également aux éditions Erol. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.